ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Et bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui Alexandre Borne. Bonjour Aurélien. Alexandre, merci de venir. Ça fait un long moment que j'ai envie de t'inviter, maintenant que je te connais. Mais avant ça encore, que j'ai envie d'inviter quelqu'un de ton groupe de travail et de pratique qu'on va présenter. Alexandre représente et est responsable du développement dans ce qu'on a beaucoup appelé l'hébertisme, qu'on appelle aussi méthode naturelle. Et c'est un courant de pensée et de pratique qui me correspond assez bien et que j'avais envie de mettre à l'honneur pour plein de raisons qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Alors vraiment, merci de venir. Merci à toi de m'inviter. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement ton rôle au sein de l'association Georges Hébert qui fait renaître cette méthode aujourd'hui, qui est souvent présentée dans les livres d'histoire, alors même que ça pratique, et ça pratique régulièrement. Exactement. Oui, donc je suis responsable de développement dans l'association Georges Hébert. C'est une association qui est gérée par les petits-enfants de Georges Hébert. Voilà, et ils se sont donné comme mission de ramener au goût du jour et à la conscience du milieu sportif, mais aussi du grand public, la présence de la méthode naturelle. De représenter, de remettre en valeur ces bienfaits, les bienfaits pour tous, qu'on soit sportif ou non sportif. Voilà, donc c'est une mission qui m'a beaucoup touché, qui m'a fait du bien. Moi, je suis dans le milieu sportif récemment. Je suis de formation ingénieur, j'ai bossé 20 ans dans l'industrie automobile. Et puis la découverte de l'hébertisme, d'autres méthodes de mouvement aussi, Idoportal, Movenat, etc., a beaucoup changé ma vision de la vie, de l'activité physique. Ça m'a sorti du mal de dos, de tous les problèmes de sédentarité qu'on a quand on a un boulot de bureau. Et donc j'ai dit, ok, moi je m'embarque dans cette aventure. J'ai tout lâché, j'ai passé un BPGEPS et je bosse avec eux maintenant. Voilà. Eh bien, félicitations. Alors déjà, je ne peux que me réjouir d'entendre des parcours comme ça. C'est super qu'on récupère des gens qui réfléchissent et qui structurent les choses dans notre industrie. Je trouve ça fantastique. Je trouve ça top que les petits-enfants de Georges Hébert n'aient pas laissé la méthode lettre morte. C'est vrai que moi, ça fait des années que j'observe les mouvements inspirés d'eux, très largement inspirés d'eux, pour ne pas dire franchement copiés. Alors parfois c'est copié, parfois on réinvente les choses aussi, c'est vrai, les deux sont vrais. Mais ça a commencé, moi je me rappelle, au milieu des années 90, quand je pratiquais assidûment le jiu-jitsu brésilien. Là, il y avait la gymnastica naturale au Brésil, ultra populaire, à tel point que ça a perfusé dans les méthodes d'entraînement jiu-jitsu brésilien. Et puis, dans un deuxième temps, c'est revenu au judo. Donc, hyper marqué. J'ai vu le truc, j'ai dit, bon, c'est exactement ce que j'ai dans mon vieux livre de Georges Hébert à la maison. J'ai un vieux grimoire. Tu me demandais l'autre jour quelle était l'édition. Il faut que je regarde si c'est l'édition originale. Il est dans un tel état. C'est vraiment une pièce de musée. Mais néanmoins, je n'avais pas l'impression que c'était très nouveau tout ça. D'ailleurs, tous les concepts de mobilité au sens large n'ont jamais ému, moi qui viens des arts martiaux. Mais alors, la méthode naturelle, encore plus. Et donc, moi j'ai fait STAPS, tu le sais, et en STAPS, on en parlait avec Alexis juste avant notre émission. Voilà, c'est quelque chose qui est dans l'héritage, c'est quelque chose que l'on aborde, la méthode naturelle de ce contemporain de Coubertin. Tu vas nous en parler un petit peu de l'histoire. Parlons-en. D'où vient la méthode naturelle ? Alors d'où ça vient ? Georges Hébert était un marin, un officier de marine militaire. Et il n'était pas du tout dans le champ de l'éducation physique ou de l'entraînement, mais très observateur. Et il s'est trouvé il s'est intéressé à la condition physique des marins. Et il a constaté que les soldats qui étaient sur les bateaux étaient en moins bonne forme physique que d'autres catégories de personnes qu'il rencontrait. Il y avait en premier lieu les gabiers. Donc c'était la marine à voile. Les gabiers, c'est les gars qui grimpent dans les mâtures
pour régler les voiles. Et ces gars-là, c'était des vrais singes. Ils avaient une endurance, une agilité, une force exceptionnelle, plus que les soldats qui avaient le fusil. Et dans ces voyages, il a aussi constaté que les peuples qu'on appelait indigènes, donc en Afrique, en Asie, il a parcouru toutes les mers, étaient en très bonne forme physique aussi, très souvent, alors même qu'ils n'avaient pas d'entraînement physique. Eux, ils vivaient leur vie en pleine nature. Et donc, il s'est dit, il a commencé à se dire, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans notre entraînement physique, puisque des gens qui ne s'entraînent pas paraissent en meilleure forme et sont capables de quantité de travail dans la journée plus importante que des soldats qui sont entraînés pour ça. Bizarre. On marche sur la tête. Voilà. Il y a un événement déclencheur, il est en Martinique en 1902, lors de l'éruption du volcan qui a ravagé la ville de Saint-Pierre. Là, son commandant l'envoie faire un sauvetage. Ils vont par la mer sur la ville, essayer de récupérer des rescapés. Donc l'éruption, c'est un torrent de lave qui vient, qui détruit la ville, qui tue 30 000 personnes d'un coup à peu près. Et là, il constate que il y a 3 catégories de personnes. Il y a les gens tout faibles, tout mous, qui eux se font dézinguer directement. Il y a les gens forts, mais qui sont complètement sidérés, qui n'ont aucun mental, et qui se font balayer pareil, alors qu'ils sont tout costauds, etc. Et puis il y a les autres, forts, musclés ou pas, qui eux courent sur les toits, attrapent leurs enfants, attrapent leurs affaires, ils grimpent aux arbres, ils se débrouillent, ils s'échappent, hop, et c'est ceux-là qui récupèrent sur les plages. Et c'est là qu'il a eu un déclic, il a dit, mais en fait, il faut que tout le monde, toute la population, soit forte, ne serait-ce qu'en cas de besoin. Jusqu'à présent, j'ai vu des gens qui étaient forts par les travaux des champs ou par leur activité dans les mains, mais non. Il peut arriver n'importe quoi, à n'importe quel moment, n'importe où. Il faut que tout le monde soit capable de réagir, de sauver ses proches, de sauver ses enfants, de se sauver soi-même. Et donc l'idée d'être fort pour être utile est née dans son esprit à ce moment-là. Il dit, c'est bien d'être fort pour être utile. Pour être utile à soi, pour être utile aux autres. Donc la genèse de son état d'esprit, c'est le sauvetage de l'éruption du volcan. D'un point de vue purement sémantique, c'est la définition même de l'entraînement fonctionnel, être fort pour être utile en fait. Exactement. Quelle autre raison que de mettre la force au service du mouvement humain et donc de son efficacité ultime de survie, mais de manière beaucoup plus générale après, de santé. Et donc c'est vrai que rien qu'en ça déjà, c'est finalement dans l'air du temps plus que jamais, puisque on sait qu'aujourd'hui l'entraînement fonctionnel est très à la mode, et qu'il y a une forme de pratique de plus en plus naturelle, de plus en plus minimaliste, de plus en plus en apparence simple par rapport à tout ce qu'on a développé de manière outillée, de manière organisée méthodologiquement, etc., avec finalement l'emphase qui va être mise sur des choses peut-être plus essentielles. Ouais. Il a effectivement découvert ça, mais ça lui est venu à l'esprit en faisant des recherches. Il s'est rendu compte que depuis des siècles, plus de 150 ans, certains théoriciens de l'activité physique avaient déjà écrit là-dessus. Lui, c'est le début du XXe siècle. Donc c'est l'époque des sciences. Okay, donc Marie Curie, etc. Les sciences dures. Voilà, donc c'est les médecins qui sont en charge de l'éducation physique. Donc on regarde, comme on fait un peu aujourd'hui, c'est quelle charge il faut soulever, à quelle vitesse, selon combien de reps, etc. pour avoir le bon tour de bras, pour être fort, pour développer telle puissance. Les athlètes étaient mesurés de partout. On commence à rationaliser énormément les choses. Exactement, c'est la gymnastique suédoise. Qui est en vigueur dans l'armée, c'est l'école de Joinville, etc., avec des mouvements très saccadés, très militaires. Tout le monde pareil, la même forme, il y a une forme parfaite et on ne doit pas dévier de cette forme, etc. Et lui, il arrive avec le contraire, dire non, moi je pense qu'il faut se confronter à un environnement, il faut bouger comme le fait un enfant, comme le fait un sauvage dans la nature. On rampe, on court, on saute, etc. Et on va se forger une condition physique, et en plus une condition physique utile, avec un transfert dans une activité concrète, donc la définition du fonctionnel, mais que ce soit pour militaire ou pour quelqu'un
Pour Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est pareil. En tout cas, dans son esprit. Par contre, il est dans l'armée, donc il pousse cette philosophie au sein de l'armée. On commence à lui faire confiance dans la marine. D'abord avec les mousses, donc les petits qui souvent étaient des orphelins, qui arrivaient, qui étaient mal nourris, etc., malingres, et qui en quelques mois se retrouvaient redressés, en plus grande forme, ils respiraient mieux, ils avaient leur scoliose qui se redressait un peu. Donc ils ont vu que tout de suite il avait des effets sur la santé, et ils lui ont confié les fusiliers marins, donc l'ancêtre des commandos de marine, qu'il a entraîné pendant, ça débute en 1904, donc voilà, pendant une dizaine d'années avant la Première Guerre mondiale, il les entraîne. Ils ont des résultats, ils font des démonstrations telles qu'avant même la Première Guerre mondiale, toute la marine se met à cet entraînement, en opposition à l'armée de terre qui, elle, reste avec la méthode suédoise de Joinville. Voilà, en 1913, il y a des mécènes qui le rejoignent, qui disent « mais votre méthode, elle est géniale, il faut l'étendre ». Il est rejoint par Jean Bouin, par Coubertin, et ensemble, avec l'argent des mécènes, ils créent un grand centre d'entraînement qui s'appelle le Collège d'athlètes à Reims, pour la préparation des JO de 1916. C'est un peu l'ancêtre de l'INSEP, parce qu'il y avait aussi un laboratoire de physiologie, avec Demény qui faisait de la photo, des rafales de photos pour étudier le mouvement, etc. Donc il y avait à la fois une méthode très naturelle d'entraînement, et une méthode scientifique d'analyse, de relevé de résultats. Ils relevaient les hauteurs de saut, mais aussi les mensurations, etc., pour voir les effets physiologiques et les effets fonctionnels de la méthode. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien, j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années, et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Alors, je te coupe juste une seconde, parce que c'est vraiment passionnant ce que tu nous rappelles, parce que moi, tout ça, encore une fois, je l'ai vécu à la fac en cours d'histoire. Beaucoup de nos auditeurs sont des stapsiens et donc ont forcément entendu parler de l'hébertisme. Les gens qui sont plutôt dans un parcours BP que tu as suivi, tu vois que ça, c'est pas abordé du tout, c'est pas dans la culture. Par contre, eux, ils ont peut-être entendu parler des versions plus récentes du parcours, de la méthode IDO-Portal, donc voilà, de Animal Flow, Ground Force Method, The Zoo, la version australienne. Enfin, il y en a tout un tas. Et du coup, sur le fond, je pense que les gens vont très vite identifier ce dont on parle. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point Hébert a joué un rôle clé là-dedans. La France a été particulièrement en avance sur ces problématiques-là, même si on s'est oublié en cours de route, et qu'à l'époque, ça n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas juste quelqu'un qui travaillait dans son coin et qui forgeait une méthode comme ça, qui même me suivent. C'est devenu une institution, et c'est à cette époque-là, et comme tu le dis, c'est-à-dire que c'était presque l'INSEP avant l'INSEP, c'était déjà rationalisé en amont, tristement, d'une guerre qui s'annonçait quand même de plus en plus concrète, mais aussi des Jeux Olympiques, et voilà, contemporains de gens très connus, comme Coubertin ou Jean Bouin. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas rien ce dont on parle, c'est un vrai chapitre d'histoire d'EPS,
d'entraînement, de sciences du sport, de vision sociétale et hygiéniste. C'est énorme ce dont on parle. Complètement. D'ailleurs, quand on voit les résultats, les grilles de résultats, les relevés de mesures, etc., il y avait un boulot scientifique d'analyse derrière qui était était très organisé. C'était pas juste aller courir dans les bois, que les choses soient claires. Oui. Jusqu'au plus haut niveau du gouvernement, tout le monde, les ministres et même le président de l'époque, disaient mais cette méthode, elle fait du bien aux gens, elle va créer un peuple plus fort. Il ne faut pas oublier qu'on a perdu la guerre contre les Prussiens en 1870. Donc il y a un élan de la force, la vigueur, etc. On ne va pas se faire avoir cette fois-ci. On sent que la Première Guerre mondiale monte et on a perdu la précédente. Donc il y a une volonté en France de créer un peuple fort. Et cette méthode, elle obtient des résultats. Donc ça devient la méthode de PPG pour les athlètes. Elle commence aussi à passer dans le champ de l'éducation nationale, enfin l'instruction civique à l'époque. Dans l'instruction civique. Voilà, très légèrement, mais il y a beaucoup de gens qui poussent là-dessus. Puis bim, Première Guerre mondiale arrive, 1914. Hébert est militaire, il part avec ses fusiliers marins au front. Ils se battent à 6000 contre 30 000 Allemands. Ils tiennent 3 semaines, le temps que les renforts arrivent. On leur a demandé 4 jours, ils ont tenu 3 semaines. Il est blessé, il se prend 2 balles. Une qui lui fait perdre l'usage de son bras gauche, une autre qui se tape sur son cœur, dans son carnet d'officier, qu'il a sauvé, dans lequel il notait tous ses relevés. Voilà, donc lui, il est rapatrié, blessé de guerre. Et ces soldats, ces équipes ont tellement eu de bons résultats qu'on lui dit non, mais là, l'armée de terre aussi, il faut que tout le monde prenne ta méthode. Ouais. Là, il dit ok, je vais voir, il lui reste pas beaucoup d'instructeurs, ils sont tous au combat, etc. Il réfléchit, il savait penser out of the box, et il dit ok, je vais créer un environnement que tous les soldats vont devoir affronter, et ça sera leur entraînement. Il a inventé le parcours du combattant. En 1915 et 1916, il met en place le parcours du combattant, qu'on construit très vite dans toutes les casernes, et partout en France, les soldats se mettent à courir, à ramper, à grimper, à sauter, à porter des charges, etc. Ils laissent les haltères de côté. Ils font ça. Les armées alliées voient ça. Ils disent, mais c'est génial votre truc. Et c'est parti. Donc les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Anglais, tous les alliés adoptent le parcours du combattant qui maintenant est adopté par toutes les armées du monde. Mais qui est français. Et qui est français. Donc il a montré à quel point finalement on peut se développer de manière naturelle, puisque là, il n'y avait quasiment plus besoin d'instructeurs. On se confronte à un environnement. De la même manière que l'indigène d'Afrique ou des Antilles se retrouvait confronté à des bêtes sauvages, à des cocotiers, à des marées, à des éruptions volcaniques, lui, il dit, voilà, on représente les actions de la guerre par un parcours, on s'y confronte, et on devient plus fort. De manière globale. Pour être utile, exactement, pour servir à quelque chose. Ça fait sens. Alors bon, aujourd'hui, évidemment, le contexte a énormément changé. On n'est plus dans cet environnement colonialo-militaire. Évidemment, les inspirations changent aussi, les objectifs changent, heureusement. Mais finalement, la philosophie du mouvement est là, la philosophie de l'entraînement est là, la culture qui va autour est là, parce que ce n'est pas que de la pratique physique, c'est aussi un mode de vie, une philosophie de vie. Ouais. Et on part sur quelque chose qui se décline évidemment aujourd'hui. Hein. On a cité Animal Flow, etc. Mais on peut citer aussi Mud Day, on peut citer aussi les bootcamps. Enfin, tout ça est fatalement c'est des petits cousins de ça. Et beaucoup de gens qui pratiquent probablement la méthode naturelle sans vraiment le savoir. Mais c'est important de savoir d'où tout ça vient parce que ça a été particulièrement structuré, particulièrement cadré. C'était pas, comme on le disait tout à l'heure, c'était pas juste aller courir dans les bois et grimper aux arbres. Il y a une vraie méthode. Alors justement, au niveau de l'appellation, comment on appelle ça aujourd'hui? Méthode naturelle, hébertisme? Alors, la famille Hébert a choisi hébertisme parce que y a un courant de pensée qui va avec, donc ça englobe la partie éducation physique, mais aussi l'état d'esprit. Bien sûr. Aussi parce que c'est plus protégeable en termes de droits de marque, etc. Oui, c'est plus identifiable aussi. C'est plus identifiable.
Et puis les méthodes naturelles, il y en a dans plein de domaines. Eh oui, il y a bien méthodes naturelles d'éducation des chevaux, méthodes naturelles de contraception, il y en a plein. Méthode Donc, naturelle ouais. d'alimentation ou de Exactement. supplémentation, bien sûr. Donc voilà, c'est plus identifiable par le nom hébertisme, même si ça paraît un peu un barbarisme. Bon, il y a d'autres méthodes. Oui, encore une fois, hein, il y a prennent vraiment le nom, il y a Pilates, deux etc. catégories de personnes qui nous écoutent. Hein. Ouais. Et il y a une des deux catégories qui c'est exactement ce dont on parle, l'autre Ouais. qui découvre peut-être avec ce podcast, c'est un peu l'objet aussi. Et c'est sans doute la meilleure illustration des pratiques cycliques dans nos vies en général, mais dans le sport en particulier, où je te témoignais de cette image que j'avais quand j'étais gamin, où on achetait les beaux kettlebells qu'on avait dans le gym familial, et où on remplaçait par des champs de machines guidées. Et puis d'un seul coup, on revient à des kettles. Et c'est tant mieux, parce qu'en plus, on y revient en revisitant les choses avec de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, même s'il y a beaucoup de choses qui étaient finalement déjà là. Et puis, en fait, ce qu'on croit nouveau, des fois, voilà, Animal Flow ou Gymnastica Naturale, ça n'a rien de nouveau. Non, on réinvente la roue un peu. On réinvente la roue, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est quoi l'hébertisme? Alors, demain, je viens pratiquer l'hébertisme avec toi, ce que je n'ai pas fait, mais je vais le faire, c'est prévu. Quand tu veux, bien sûr. Je vais faire quoi? Alors, l'hébertisme, il est aujourd'hui pratiqué à différents niveaux. Il est toujours chez les pompiers, dans l'armée. Il a un peu dévié de sa trajectoire initiale avec l'apport de nouvelles méthodes. Mais il a cette partie très oui, culturellement, très c'est encore très ancré dans les corps d'armée. Ouais, c'est clair. Il a aussi un autre aspect qui est des dérivés modernes, tu en as parlé un petit peu. Un des plus flagrants au niveau du grand public, c'est le parcours. Oui. Donc, qui a été créé par David Bell sous l'impulsion de son père, qui était pompier de Paris et qui avait appris la méthode naturelle. Et pour ne pas voir son fils dévier du mauvais côté dans la rue, il lui a dit tiens, grimpe sur cette barrière, grimpe à ce mur, saute, machin. Il a trouvé ça génial, ses potes sont venus avec lui et ça a créé le mouvement du parcours. Là, voilà, ils se sont attachés à la gestuelle et il y a une partie de l'esprit et de la pédagogie qui a été perdue. Et puis il y a une sportivisation de la pratique. Et alors maintenant, il y a toutes les dérives possibles dès qu'une pratique a du succès. Mais voilà, c'est une autre forme et eux poussent l'intensité au maximum. On va le voir, il y a plusieurs axes de développement de l'individu dans l'hébertisme. Il y a un axe physique, il y a un axe mental. On doit se renforcer mentalement, on doit renforcer sa volonté, son courage, maîtriser sa peur, maîtriser son vertige, etc. Et il y a un axe social, où être fort pour être utile, ça veut dire qu'on ne va pas s'entraîner tout seul dans son coin pour être un gros balèze et casser la figure à tous ceux qui nous contredisent. On va chercher à pratiquer ensemble pour apprendre à s'entraider, pour apprendre les parades quand quelqu'un risque de tomber, pour apprendre à porter un blessé, etc. Donc il y a vraiment trois axes, trois piliers, physique, mental et social, éthique. Et donc certaines des nouvelles versions ou des versions dérivées ont un peu oublié certains de ces piliers. Ça a été un peu segmenté, j'ai l'impression. C'est-à-dire que voilà, nous-mêmes ici, en introduction, il fallait bien faire un choix. On a abordé plutôt l'entraînement, le renforcement fonctionnel, on va dire. Mais on aurait pu prendre, finalement, c'est pas plus proche de ça que ça n'est proche des méthodes de relaxation, de concentration, proche de la nature, comme Wim Hof, ou comme tu prenais Pilates, tu prenais yoga. Tous ces courants-là, finalement, sont aussi tout à fait proches de l'hébertisme. C'est pas que être fort pour être utile, c'est une vision très globale de la force. Hein. Je préfère préciser aux gens qui nous écoutent, c'est pas du développé couché. Non, la définition de la force de Georges Hébert dit qu'elle ne réside pas dans les muscles, elle réside dans l'énergie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui a de l'énergie pour faire bouger des montagnes, pour bouger les gens, pour faire des prouesses que le commun des mortels a du mal à faire. Et dans l'entraînement, il va favoriser la souplesse, la vitesse d'exécution, la prise d'élan, l'utilisation de l'énergie, etc. Il y a énormément de mobilité. Plus que les muscles, ça vient au fur et à mesure. Ce qu'on va chercher, c'est l'efficacité du mouvement, mais surtout l'efficience. Utiliser son énergie au mieux possible pour le meilleur résultat possible. Donc, quand on fait des séances, aujourd'hui, il y a des séances grand public, avec finalement deux catégories, deux niveaux de pratique. Un niveau de pratique assez intense, où on va faire un peu comme de la course d'obstacles.
on va s'entraîner, faire des longueurs de rampée, de quadrupédie, de portée, de saut pieds joints, soit avec élan, sans élan, soit sur le côté, etc. Quand on saute, on atterrit toujours sur de la terre, hein, pas dans un sautoir ou pas sur un matelas. Donc la hauteur de saut, elle doit être calculée en fonction de la surface de réception. Oui. On est pieds nus, on est le plus dénudé possible pour s'exposer au froid, s'exposer aux éléments. Tu parlais de Wim Hof, ça fait partie. Georges Hébert dit il faut s'exposer au froid, s'exposer à la chaleur, à l'humidité, etc. pour se renforcer, pour se robustifier, en quelque sorte. Donc il y a ça, et puis il y a une pratique en club du week-end qui est moins intense, plus familiale. Donc là, on va avoir des gens qui veulent juste entretenir leur forme, et on s'entraîne avec des niveaux d'intensité plus faibles, mais finalement, on va rajouter de la complexité, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup d'exercices en équilibre, des jeux à plusieurs, des petits challenges, il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'interactions sociales. Et là, on peut venir avec ses enfants. Parce que c'est multiniveau. Quand on va partir en parcours dans la forêt et qu'on va sauter sur une barrière, un tronc d'arbre, une table de pique-nique, un enfant de 4 ans, il y arrive à sa manière. Et puis on va l'aider, on va le tenir un peu. Et donc qu'on ait 4 ans, 20 ans, 50 ou 70, on peut aborder chaque obstacle à sa manière. Chacun va progresser selon son niveau. L'obstacle est le même, le groupe est là pour aider quand il y a besoin. Et donc, on redécouvre ce plaisir et cette joie même. Donc, il y a une dimension intellectuelle, de pratiquer ensemble, d'être dans la nature avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis, de bouger sans qu'il y ait des règles, sans qu'il y ait de compétition, sans qu'il y ait de contraintes particulières. On fera un épisode entier consacré à cette pratique transgénérationnelle que je trouve vraiment moderne pour le coup et très pertinente vu nos vies et nos rythmes, etc. Donc c'est bien, on fera un épisode purement là-dessus. Ça marche. Ok, bon, du coup, là, on y voit plus clair, donc un rapport évidemment au mouvement très fort, mais aussi aux éléments. Exactement. Hein, c'est vraiment une pratique nature, une pratique outdoor, essentiellement. La méthode naturelle est doublement naturelle. Elle est naturelle parce qu'on fait des gestes naturels, des mouvements naturels du corps humain, et même des mouvements naturels utiles. Si on se compare à Ido Portal, par exemple, qui fait la culture du mouvement, il fait tous les mouvements possibles. Ouais. Mais il y a beaucoup de mouvements qui ne servent à rien. Georges Hébert ne rejetait pas ça, mais il dit le fondement, ça doit être des mouvements utiles. Et ensuite, amusez-vous, faites de l'équilibre sur les mains, etc. Il était artiste de cirque aussi, Georges Hébert. Il savait faire plein de trucs inutiles, mais spectaculaires. Il disait, la base doit être le mouvement utile. Et ensuite, soit on se spécialise, soit on se fait plaisir en faisant d'autres choses. Donc c'est doublement naturel, parce qu'il y a ce mouvement naturel, et parce qu'on pratique en extérieur, dans la nature. La confrontation à la nature, il y a les éléments, il y a les dangers. On apprend à se mesurer aux dangers, à évaluer les risques. Aujourd'hui, on est dans une ambiance du tout sécuritaire. Hébert, c'est le contraire. C'est le risque maîtrisé, le risque mesuré. La prise on apprend ce que font les enfants naturellement. Ils vont grimper, on leur dit ah, « attention, tu vas te faire mal ». Non, non. Fais attention, regarde, il y a un danger. Regarde comment tu peux redescendre sans te faire mal. Apprends à évaluer le danger. Tu vas tomber, tu vas te faire mal, et tu vas apprendre que là, c'était ta limite. Demande une parade. Voilà, donc prochain coup, je te mets une parade, etc. Et on apprend par essai-erreur, naturellement. Lui, il dit qu'il faut conserver cette manière de faire. Donc on s'expose aux éléments, on s'expose à la nature, à un environnement qui est non maîtrisé, qui est imprévisible. Donc pour ce qui est, par exemple, pose des appuis, les pieds au sol, on va tordre la cheville un peu dans tous les sens, etc. Mais on va la renforcer. Moi, depuis que je fais cette méthode-là, j'ai plus jamais eu une entorse. Je pratique pieds nus ou en chaussures minimalistes. J'ai plus d'entorse, j'ai le genou qui part à droite à gauche sur un soulevé parce que j'ai une pierre qui est déséquilibrée. Je suis pas sur une barre super équilibrée, etc. J'ai appris à soulever des charges moins lourdes, bien sûr, qu'un soulevé de terre à One Rep Max. Mais j'ai appris à le soulever en ayant les talons pas au sol, à moitié sur un pied, avec etc. un dénivelé. Voilà, avec du dénivelé. Voilà, on fait des jeux d'opposition, par exemple, dans une colline. Et là, celui qui est en haut, il pousse celui qui est en bas. C'est pas la même chose que quand on est sur un tatami. Donc tout ça fait qu'on on travaille naturellement dans la nature et on travaille le cerveau, la proprioception, tout
tout le système neurologique, beaucoup plus que dans un environnement contrôlé. C'est aussi un des grands aspects de la méthode. Écoute, c'est hyper intéressant. On pourrait évidemment en parler tout l'après-midi. L'idée, c'est de faire un premier épisode pour présenter ce qu'est vraiment cette méthode. D'une part, aux gens qui connaissent ça dans les livres d'histoire, mais qui peuvent se rendre compte qu'en fait, c'est particulièrement d'actualité. Aux autres qui n'avaient pas forcément identifié ce type de pratique, pour moi, ça a des intérêts à tout point de vue, même pour enrichir de manière ponctuelle ou permanente l'arsenal de pratiques qui est à la disposition des gens qui font du sport santé, notamment, du sport social, loisir. On va faire 2 épisodes en plus. Le prochain, on le fera sur cet aspect de force. On va aller au fond des choses pour bien comprendre ce que c'est que cette philosophie d'être fort pour être utile. Les gens peuvent te retrouver sur Internet. Vous avez un site web? Ouais, hébertisme.com. Hébertisme.com, tout simplement. Je crois que vous êtes en train de vous structurer de plus en plus et donc vous allez être de plus en plus actif sur les réseaux aussi. Voilà, on communique encore peu sur les résos, c'est en train de venir. Toi, tu es basé en Ile-de-France aussi, en Ile-de-France, oui, en Essonne, dans la forêt. Évidemment, en toute logique. Ouais. Donc, les gens retrouveront facilement sur le site web. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu plus près tout ça, à fouiner un petit peu sur le web qui est quand même plein d'hébertisme quand on commence à chercher sur l'histoire et sur la pratique. C'est passionnant de savoir d'où tout ça vient et maintenant où tout ça va. Ouais. Voilà, vous nous avez peut-être écouté sur une des plateformes de streaming, peut-être que vous nous avez regardé sur YouTube ou sur mon site web. En tous les cas, nous sommes ici chez Transfert, mon partenaire digitalisation, et vous savez que vous pouvez continuer votre expérience de formation avec eux, notamment dans le diplôme 3PS. Je vous remercie de votre fidélité et d'avoir écouté cet épisode avec moi. C'était vraiment passionnant. Merci Aurélien. Alexandre, merci, tu reviens quand tu veux et à très bientôt, puisque du coup on a deux épisodes à tourner encore sur les thèmes qu'on a évoqués. À très bientôt. Ça marche, à très bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.